trouvons dans l'édifice de la Légion canadienne du 34 de la rue des Vétérans à Victoriaville pour participer de la conférence du Dr David Fortin, intitulée « Le cerveau, une galaxie dans votre tête ». Une activité libre et gratuite organisée par l'Université du 3e âge pour la région de l'Érable et Victoriaville, dans le but de souligner le 10e anniversaire de cette antenne locale de l'Université de Sherbrooke, destinée aux personnes de 50 ans et plus. Le conférencier de cette opportunité est le Dr David Fortin, neurochirurgien et neuro-oncologue de l'Université de Sherbrooke et auteur des livres « Le cerveau, une galaxie dans votre tête » en 2022 et tout récemment « Les saisons du cerveau ». Nous découvrirons les implications sociales que les avances dans la recherche du cerveau amèneront pour l'humanité et la région. Nous nous informerons aussi sur les besoins qui se trouvent au niveau de la perte de mémoire et des autres maladies et comment les recherchistes essayent de trouver des solutions. Bonjour, docteur Fortin. Bonjour. Monsieur Fortin, on voudrait savoir quelle est votre spécialisation. Moi, je suis d'abord et avant tout un neurochirurgien qui ensuite s'est spécialisé en oncologie. Donc, je fais de la neuro-oncologie, je m'occupe des tumeurs cérébrales. C'est ça mon travail. Donc, auprès des patients, j'opère des tumeurs cérébrales, puis j'ai un laboratoire de recherche qui fait de la recherche sur ce thème-là aussi. D'accord. Et quels seraient les défis que vous voudriez accomplir comme neurochirurgien? Ça ne serait pas honnête de dire j'aimerais guérir les tumeurs cérébrales parce que c'est un objectif qui est beaucoup trop éloigné. Mais j'aimerais vraiment pouvoir avoir un impact. Puis je pense qu'on a déjà eu un impact là-dessus, mais j'aimerais pouvoir dire qu'on a un impact sur la survie de nos patients, mais aussi sur leur qualité de vie. Donc, j'aimerais pouvoir favoriser la qualité de vie des patients, leur survie, puis leur fonction cognitive. Je pense que dans tout ce qu'on fait comme travail en neurochirurgie, il faut toujours penser à évaluer comme il faut les fonctions cognitives de nos patients, puis s'assurer que ça s'est préservé puis c'est amélioré. Ça serait comme votre bout, oui. Ouais. Si on se rappelle de moi, si on se rappelait de moi comme quelqu'un qui a réussi à faire ça, je serais vraiment, vraiment content. Ça serait mon but ultime, moi. Bon, on voudrait savoir quelle est la signification du titre de votre livre, Le cerveau, une galaxie dans votre tête. Ouais, pourquoi on parle de galaxies? Oui, bien parce que, croyez-le ou non, il y aurait autant de neurones dans un cerveau humain qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie qui est la Voie lactée. Donc, on dit à peu près 100 milliards de neurones. En fait, si vous regardez les chiffres exacts, c'est de 80 à 120 milliards de neurones dans une tête. Puis on estime le nombre d'étoiles dans la Voie lactée qui est autour de entre 100 à 200 milliards. Donc on dit qu'il y a le même ordre de grandeur en termes de nombre de neurones et d'étoiles dans la galaxie. Donc le titre vient de là. Bon, comment est-ce que l'âge affecte notre mémoire? Malheureusement, avec l'âge, tout le monde perd la capacité à mémoriser des nouvelles informations. Notre cerveau il atteint son pic autour de 25 ans. Puis après ça, lentement, on se met à perdre des neurones. Puis un des endroits où on perd le plus de neurones, bien, c'est dans les hippocampes, ce qui est une région très, très importante pour consolider toute nouvelle information dans le cortex cérébral. Donc, c'est la structure dans le cerveau qui va prendre une information puis qui va en faire une mémoire. Puis cette structure-là, bien, malheureusement, elle s'atrophie à mesure qu'on vieillit. Donc, c'est vraiment important, lorsqu'on vieillit, de garder notre cerveau bien en activité pour prévenir justement ce déclin-là. Puis de fait, dans plusieurs maladies qui vont toucher aux fonctions cognitives, bien, les hippocampes, ça va faire partie des structures qui sont souvent abîmées par les maladies qui touchent la mémoire. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait dire que l'identité est définie pour la mémoire? Si une personne perd la conscience, la mémoire temporalement, est-ce que cette personne perd aussi l'identité? Ouais, suis-je ma mémoire? Hein? C'est une excellente question. C'est une question plutôt philosophique, je trouve. Hein? C'est plus philosophique qu'une question anatomique. Je pense que notre essence ne se réduit pas à nos mémoires, mais nos mémoires jouent un rôle fondamental dans ce qu'on est. Alors, je pense pas qu'on s'efface complètement quand on parle de nos mémoires, mais je pense que la personne qu'on était change de manière irrémédiable, ça c'est certain. Jusqu'à quel point, ça dépend évidemment de l'atteinte de la mémoire, mais comme je dis, c'est une question un peu plus philosophique. C'est difficile de répondre clairement à une question comme ça. Là. Vous travaillez avec des personnes avec cancer, la maladie cancer. Ouais. Quel est le cancer le plus commun dans le cerveau? Bien, en fait, la tumeur la plus commune, qui n'est pas un cancer, c'est le méningiome, qui est une tumeur bénigne.
Donc, c'est une tumeur, une fois qu'on l'a enlevée, le patient techniquement est guéri. Maintenant, le cancer le plus commun dans le cerveau, c'est le cancer. Ce sont des cancers métastatiques, c'est-à-dire que c'est des cancers qui viennent de l'extérieur du cerveau, ailleurs dans le corps, et qui vont envoyer des lésions secondaires au cerveau. Par exemple, un cancer du sein ou un cancer du poumon qui va envoyer des tumeurs cérébrales. Ça, c'est ce qu'on voit de loin le plus fréquemment. Puis finalement, il y a les cancers du cerveau, c'est-à-dire des cancers qui prennent naissance dans le cerveau. Et ceux-là, ben, sont plus rares que les métastases qu'on vient de discuter. Beaucoup plus rares, en fait. Mais malheureusement, celui qu'on voit le plus souvent dans cette circonstance-là, c'est le cancer le plus agressif qu'on appelle le glioblastome, qui est une maladie incurable. On peut parler de guérir le cancer du cerveau ou c'est pas possible? Le cancer qu'on vient de mentionner, le glioblastome, on ne guérit pas cette maladie-là. On dit aux patients qu'on repousse la maladie le plus longtemps possible. Il y a un petit pourcentage de patients pour qui la maladie ne revient pas. Donc, on dit qu'ils sont guéris, mais c'est exceptionnel. C'est une maladie en général qu'on ne guérit pas. Puis les autres maladies du cerveau, ben là, le potentiel de guérison est meilleur. Comme une métastase, si on l'enlève au complet, puis qu'elle ne récidive pas, là, on peut dire qu'on a une guérison du cerveau, et là, ça dépend du reste de la maladie pour savoir comment le patient va évoluer. Puis un méningiome, comme on mentionnait, qui est une tumeur bénigne, bien ça, si on l'enlève, là, on guérit le patient. Parfait. Et on va parler un peu plus de la technologie. Est-ce que vous pensez que l'informatique pourrait réagir directement avec le cerveau un jour dans l'avenir? Ça existe déjà, hein? Une connexion entre un cerveau puis un système mécanique, par exemple, là. Ça existe déjà. Donc, on est capable de connecter des électrodes au niveau du cortex cérébral qui vont animer un bras mécanique, par exemple, ou même via une interface d'ordinateur qui vont permettre de contrôler un curseur sur un ordinateur. Dernièrement, il y a une équipe de Yale University qui ont réussi, en connectant directement un électrode dans l'aire du langage d'un patient, à permettre au patient d'avoir un vocabulaire limité d'une 50aine de mots, mais parler via une interface informatique. Donc oui, ça existe déjà. Oui, bon, on dit que ça aide beaucoup à améliorer comme la santé des personnes, oui, comme les situations de beaucoup de personnes qui ont la maladie. En fait, ça peut, ouais, ça a un potentiel d'aider, mais il faut réaliser que c'est très dispendieux, c'est très compliqué, parce que quand on met des interfaces quand on met une électrode au niveau du cerveau, ben c'est un corps étranger qu'on met à l'intérieur du corps, donc il y a des risques d'infection, des risques que l'électrode se déplace. Et pour l'instant, cette technologie-là n'est pas utilisée de manière très diffuse, là. C'est vraiment des exceptions, mais je présume qu'avec le temps, ça va se perfectionner, puis ça va donner des choses de plus en plus accessibles, puis que ça va aider des gens, oui. Oui. Mais c'est important, est-ce que les modèles d'intelligence artificielle, ça ressemble un peu au cerveau? Oui, peut-être avec les temps, avec les... Oui, ça va... Non. Non? Non. Jamais? Non. Bien, je veux dire, l'intelligence artificielle va continuer à se perfectionner, mais l'intelligence artificielle suit un chemin de développement qui n'a rien à voir avec l'intelligence biologique. Donc, ça va se perfectionner. On le voit avec ChatGPT, c'est extraordinaire ce que ça fait, mais l'intelligence artificielle, à mon avis, ne va jamais comprendre ce qu'elle fait. Ah, d'accord. C'est automatique, il n'y a pas de couche de compréhension à ça. Monsieur Fortin, est-ce que c'est mieux de faire des études atomiques ou générales du cerveau? Il y a quatre couches de complexité au niveau du cerveau. Il y a la couche anatomique, les connexions entre les neurones. Il y a la couche physico-chimique qui concerne les neurotransmetteurs. Puis ensuite de ça, il faut ajouter toutes les cellules gliales, qui sont les cellules accessoires qui participent au phénomène cognitif. Puis la quatrième couche, ben, c'est la manière avec laquelle les courants électriques sont générés, la fréquence des courants électriques, puis la synchronie de ces courants-là. Donc, il y a 4 niveaux de couches de complexité au niveau du cerveau, puis on n'en maîtrise aucun en termes de connaissances. C'est extrêmement complexe. Il nous reste beaucoup de chemin à faire. Juste pour vous donner une idée, on sait qu'il y a, du point de vue physico-chimique, on sait qu'il y a 100 neurotransmetteurs différents. Puis là, on est en train de tracer les cartes puis comprendre la distribution puis l'expression d'à peu près 9 des 100 neurotransmetteurs dans le cerveau. Puis encore là, c'est loin d'être détaillé comme compréhension. Alors imaginez, il nous reste 90% du travail à faire. Donc, on est loin de comprendre tout le cerveau. Oui. Et ça fait longtemps que
les gens étudient le cerveau, mais bon, c'est difficile d'y avancer un peu. Non? Ah, il reste. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui disent. Il y a un type qui s'appelle Matthew Cobb qui a écrit un livre qui s'appelle The Idea of the Brain. Ça, c'est le titre de son livre. C'est paru en 2020, puis lui, il dit les neurosciences sont dans une impasse. On est rendu au bout du mur, on ne peut plus avancer. Puis il faut repenser comment étudier le cerveau parce qu'on ne peut plus aller chercher plus de données en profondeur par rapport à ce qu'on a. Donc, il nous reste beaucoup de choses à apprendre. Je pense qu'on peut dire ça. Est-ce que vous pensez que les politiciens, oui, destinent assez d'argent pour la recherche du cerveau ici au Canada et à Québec? Sérieusement, non, clairement. En fait, le cancer du cerveau, le glioblastome qu'on mentionnait tantôt, c'est un peu une maladie orpheline. Il n'y a pas énormément de patients qui ont cette maladie-là, donc évidemment, les fonds qui sont dédiés à la recherche de cette maladie-là ne sont pas suffisants. Donc, la réponse à votre question, c'est clairement non, il n'y a pas assez de fonds. Nous, on a un lab de recherche, puis on a des fonds. On réussit à se trouver des fonds à chaque fois. À chaque concours, on réussit à avoir des fonds, mais on étire toujours d'un financement à l'autre notre survie, je vous dirais. Donc, non, il n'y a pas assez de fonds dédiés à la recherche en général, de toute façon. Pas juste sur le cancer cérébral. Mais la recherche universitaire est très mal financée au Canada. Ça, je pense qu'on peut dire ça, là. Ah oui, parce que ça, c'est mon prochaine question. Est-ce qu'avez-vous des besoins particuliers pour faire des recherches dans votre travail, dans votre... Oui. C'est sans limite les besoins qu'on aurait. Voyez-vous, moi, j'avance en âge, j'avance en carrière. J'en ai plus de faits qui me restent à faire, malheureusement déjà. Mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai demandé, j'ai eu beaucoup de fonds initialement. Et puis, là, dernièrement, c'est plus difficile d'avoir des fonds. J'aimerais vraiment ça que mon laboratoire puisse rouler. Si on avait beaucoup plus de fonds, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus. On pourrait accomplir beaucoup plus. Donc, la recherche, ça coûte une fortune. Puis malheureusement, les frais de la recherche vont toujours en augmentant. Juste pour vous donner une idée, nous, on travaille avec un modèle animal. Puis quand j'ai commencé, nos petits animaux là, nous coûtaient... Je vous dirais que nos petits animaux nous coûtent facilement 10 fois plus que ça nous coûtait à l'époque. Nous, notre modèle, c'est des rats qu'on utilise, chez qui on implante des tumeurs. Bien, ils nous coûtent 10 fois plus cher qu'ils nous coûtaient à l'époque. Donc, des expériences maintenant, ça coûte une vraie fortune. Puis là, le projet de recherche qu'on a en cours en ce moment, on voudrait pouvoir travailler avec des plus gros animaux parce qu'on s'en va vers la clinique, on va aller chez l'être humain. Là, on termine nos expériences avec le rat, donc il faudrait aller dans un animal plus grand comme le chien ou le singe, et ça, c'est des prix là, qui sont hors de portée pour nous. Donc, les demandes seraient sans fin. Sans fond, sans fin. Exactement. Parfait. M. Fortin, merci beaucoup pour toutes les informations, pour la conférence et pour répondre à notre question. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Merci de m'avoir reçu. Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'avoir répondu en si grand nombre à cette activité spéciale pour souligner les 10 ans d'existence de l'Université du troisième âge de l'antenne de Victoriaville et sa région affiliée à l'Université de Sherbrooke. Depuis maintenant une décennie, nous offrons des cours et des conférences aux personnes de 50 ans et mieux des MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Ces formations se tiennent dans des locaux des bibliothèques de Victoriaville et de Plessisville. Aucun diplôme n'est exigé pour s'inscrire. Pas de travaux scolaires, pas d'études, pas d'examen. Le seul plaisir, le seul prérequis est l'intérêt que vous portez à l'activité offerte. La curiosité, l'envie de savoir et de comprendre constituent les principales motivations des étudiantes et des étudiants de l'Université du troisième âge, que l'on surnomme UTA. 10 ans de plaisir et de savoir partagé. Ces cours et conférences sont aussi un lieu d'échange, de partage, convivial avec des personnes ressources passionnées et généreuses, tout à fait, généreuses. Il n'en faut pas plus pour assurer un milieu stimulant où il fait bon se retrouver. On est étudiant ou étudiante à l'UTA pour le plaisir d'apprendre, tout simplement. Je laisse la parole à ma collègue, Mme France Auger,
qui va vous présenter notre conférencier. Je ne sais pas s'il y a besoin d'être présenté, mais en tout cas, on va faire un petit laïus là-dessus. Je vous souhaite une bonne conférence. Je vais faire une petite présentation parce qu'effectivement, dans ma recherche, j'ai vu qu'il était... Oh, alors je vais l'approcher comme ça. Alors, je vais essayer de faire une petite présentation. Vous allez le connaître dans quelques minutes. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter ce conférencier qui, malgré sa simplicité, a tout un cheminement. Dès l'âge de 10 ans, au hasard d'une revue scientifique que sa mère lui avait achetée à sa demande, il s'est intéressé au cerveau, voire fasciné par cet organe. Il a étudié à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke et a choisi, après mûre réflexion, la neurochirurgie. Il a fait une formation complémentaire, ce qu'on appelle un fellowship en Oregon, et il a choisi de revenir au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, malgré une offre intéressante que lui faisait l'Oregon. Le docteur David Fortin est neurochirurgien, neuro-oncologue, professeur titulaire à la faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Il dirige également le laboratoire de recherche sur les tumeurs cérébrales. C'est d'ailleurs grâce à sa fidélité au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui lui a permis de devenir le fondateur de ce laboratoire qui s'est concentré sur les façons d'améliorer le traitement des tumeurs au cerveau et de prolonger la vie des patients. Le docteur Fortin a collaboré à plusieurs articles scientifiques en neurosciences. Il a participé à divers médias, tels la télévision, la radio, les journaux, dans le but de faire connaître ses recherches et de partager ses connaissances. Ce besoin de partager l'a sans doute conduit à l'écriture de 2 livres dont il vous parlera tantôt. Un en 2022, Le cerveau, une galaxie dans votre tête, et récemment un deuxième, Les saisons du cerveau. Je ne peux pas terminer cette présentation sans souligner quelques-unes de ses reconnaissances. Alors, des reconnaissances dont il a fait l'objet, et je dis seulement quelques-unes parce que la liste était longue. En 2018, il a reçu le prix régional d'excellence, spécialiste de l'année, Collège royal des médecins et des chirurgiens du Canada. En 2010, le prix César Galeano, professeur le plus apprécié à la faculté de médecine par les étudiants du premier cycle de l'Université de Sherbrooke. En 2009, un autre prix César Galeano, Université de Sherbrooke, faculté de médecine. Je vais terminer avec le prix du rayonnement au gala annuel de la recherche au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Alors, docteur Fortin, souhaitant que je vous ai rendu justice, et puisqu'il est très important pour vous de partager votre science, je vous cède la parole avec bonheur et intérêt. Merci, merci. Merci. C'est super gentil. Regardez, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. J'adore donner cette conférence-là. D'ailleurs, on dirait que c'est déjà commencé. J'adore donner cette conférence-là parce qu'effectivement, faire de la vulgarisation scientifique, moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'adore la physique quantique. Y a-t-il un sujet plus compliqué que ça? J'aime ça, les gens qui sont capables d'écrire des livres puis me résumer ça comme il faut. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec le cerveau. Fait que j'ai essayé de rendre le cerveau accessible au grand public autant que possible parce que je trouve ça vraiment fascinant, OK, le cerveau. Donc, la conférence, elle est bâtie sur mon premier livre qui est « Le cerveau, une galaxie dans votre tête ». Fait que pourquoi une galaxie exactement? D'où ça vient ce titre-là? L'idée, en fait, d'où ça vient, c'est qu'il y a autant de neurones dans la tête d'un cerveau humain ou dans la tête d'un individu humain, dans un cerveau humain, qu'il y aurait d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée, autour de 100 milliards. Fait que je trouve que c'est un parallèle intéressant. La suite de ce livre-là, qui s'appelle « Le cerveau, une galaxie dans votre tête », ça va s'appeler « Le cerveau, l'univers dans votre tête ». Puis, en guise d'introduction, qui est déjà écrit, il va y avoir l'image que vous voyez là. En haut, ce que vous voyez, c'est un réseau de neurones. Ça, c'est une vraie image qui vient d'un laboratoire. Vous voyez des neurones en vert, puis vous voyez en vert aussi les prolongements qui relient les neurones entre eux. L'image d'en bas, c'est la reconstruction imaginée de l'univers, la densité de la matière dans l'univers, puis il y a des gens qui sont intéressés à comparer les deux, puis qui sont venus à la conclusion qu'on dirait que la construction d'un cerveau, puis que la structure fine de l'univers, on dirait que ça se ressemble. Donc moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme parallèle.
Alors, mon premier livre qui est paru en 2022, ça m'a pris à peu près 8 à 10 ans à écrire. Je l'ai écrit à temps perdu, mais j'apprends vite parce que, voyez-vous, mon deuxième m'aura pris juste 1 an. J'ai pris goût à la patente. Fait que mon cheminement est le suivant. Moi, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke depuis 2000. Je suis revenu de mon fellow depuis 2000, puis quand un nouveau professeur commence à l'université, ben on lui confie toutes sortes de tâches. Puis moi, je courais après une tâche bien particulière. J'adore la neuroanatomie. Comme on l'a dit en guise d'introduction, depuis que je suis tout jeune, que je suis fasciné par le cerveau. Donc, j'ai dit, je veux donner le cours de neuroanatomie. Ça fait que j'ai monté ce cours-là. J'ai mis beaucoup d'énergie pour que ça soit un cours qui sorte un peu de l'ordinaire. Puis j'espère que ça va transparaître dans la présentation parce que cette présentation-là, grand public, elle dérive du cours en question, si vous voulez. Puis le cours, il a gagné pendant 6 ans d'affilée le meilleur cours à la faculté de médecine. Fait que je me dis, bah, j'ai dû faire une job pas pire en quelque part. Là, ça m'a donné le goût de commencer à donner des présentations grand public et j'ai commencé avec l'Université du troisième âge il y a plus qu'une dizaine d'années. Puis l'Université du troisième âge, j'adore ça comme public parce que c'est des gens qui sont intéressés puis allumés. Contrairement à des fois des étudiants dans des classes qui, la moitié sont sur leur ordinateur ou l'autre moitié dorment. Ici, les gens, en général, qui viennent à l'Université du troisième âge sont à la recherche de connaissances, sont curieux, sont avides de connaissances. Fait que c'est un bon public, c'est le fun. C'est le fun d'échanger avec vous autres. Puis là, au fil de ces cours-là que je donnais, je me suis dit, ben, pourquoi pas coucher ça sur papier? Et donc, ça a donné le premier livre, qui est Une galaxie dans votre tête. L'autre, ben, il est sorti en avril de cette année. S'il y en a d'entre vous qui êtes soit au Salon du Livre de Sherbrooke, soit au Salon du Livre de Montréal, moi, je vais être là. C'est un livre, on dirait, qui semble se vendre assez bien. C'est un livre beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus léger. Ben, je dirais pas plus léger, mais beaucoup plus facile à lire. Ça raconte des histoires essentiellement. Comme je vous disais, le troisième va revenir à l'essence du premier. J'ai des copies des 2 livres ici à vendre. Tous les profits vont au laboratoire de recherche sur les tumeurs cérébrales. C'était pas mon idée initialement de traîner des livres pour les vendre. C'est bien du trouble de traîner des caisses de livres. Mais les premières fois que j'ai donné ma conférence, les gens m'ont dit, ben, t'es bien niaiseux, pourquoi t'as pas amené des livres? On t'en aurait acheté. Ben là, j'en ai. Fait que s'il y en a qui en veulent, je suis équipé avec ma petite machine aussi pour prendre les cartes. OK, donc, je vais commencer sans plus tarder et je commence avec une vidéo d'introduction qui va durer 6 minutes qui, en essence, va vous présenter ce de quoi on va discuter. Une galaxie dans votre tête. Pourquoi une galaxie dans votre tête? Car il y aurait autant d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée, que de neurones dans votre tête en termes d'ordre de grandeur. Un curieux hasard, ne trouvez-vous pas? Mais nous pourrions aller plus loin. Nous pourrions dire l'univers dans votre tête et nous le pourrions pour plusieurs raisons. De fait, ce sera le titre d'un prochain ouvrage sur lequel je travaille. Mais quelles sont ces raisons? D'abord, il semble bien que lorsque l'on étudie l'architecture de ces systèmes complexes, que sont le cerveau et l'univers, leur structure sera organisée selon des principes similaires. Dans la nature, il existe 2 systèmes qui nous frappent par leur complexité et qui englobent les 2 extrêmes du spectre de la dimensionnalité. Les réseaux de neurones du cerveau et l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Cette similarité suggère que l'auto-organisation des grands réseaux complexes semble suivre des principes physiques similaires, malgré l'incroyable différence d'échelle entre les 2 systèmes. Une différence d'échelle de 10 exposant 27, ou 10 suivi de 27 zéros en termes d'ordre de grandeur. Ensuite, il est bien possible que ce que nous appelons la conscience, cette capacité que nous avons à nous interroger, à nous émerveiller, à chercher notre place dans cet univers, la conscience donc, issue du cerveau, on ne sait trop par quel mécanisme, soit une entité présente dans tout l'univers sous la forme d'un champ de conscience. Le cerveau donc, indissociable de l'univers? Allez savoir. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il s'agit de l'objet connu le plus complexe dans cet univers. De tout ce que le cerveau produit, la conscience en est la plus complexe entité. Étonnamment, nous n'avons strictement aucune idée d'où et de comment émerge cette conscience. Cogito ergo sum, je pense donc je suis, disait Descartes. Je suis, vous êtes, mais que sommes-nous? Qui sommes-nous exactement? Nous sommes définitivement des êtres pensants, comme le démontre notre capacité à poser ces questions fondamentales.
Demeure la grande question, à savoir notre conscience, que certains pourraient aussi qualifier d'âme. Est-elle entièrement réductible aux processus neuronaux ou est-elle issue d'un autre plan de la réalité physique? Voilà bien une question nous entraînant sur un sentier étroit qui nous mène vers l'exploration d'une question qui est plutôt philosophique. En d'autres termes, devons-nous privilégier une approche dualiste, telle que promue par Descartes, suggérant que le corps et l'âme existent en conjonction mais dans des plans de réalité différents, l'un tangible et mortel et l'autre intangible et qui survit au premier? Ou bien devons-nous plutôt nous rabattre sur la thèse matérialiste qui clame l'unicité de la matière et qui considère donc que tout ce que nous sommes est produit par cette matière et s'éteint donc lorsque la matière périt, tel que le suggère Spinoza. Notre quête de compréhension des rouages de cet organe est loin d'être aboutie. Elle ne fait que commencer. Déjà, les embûches méthodologiques devant l'ampleur de la tâche rendent caduque l'idée voulant que nous en aurons cerné les moindres détails d'ici la fin du courant siècle. La technologie actuelle ayant progressé selon une dynamique exponentielle, on se serait attendu à ce que cela se traduise par des avancées répondant à une croissance similaire en neurosciences. Mais ce n'est pas le cas. Après avoir accumulé une somme de connaissances magistrales sur le sujet, nous sommes maintenant dans une impasse. Après avoir adopté sans réserve ce que l'on appelle la doctrine neuronale, voulant que le neurone soit l'unité indivisible de la fonction du cerveau, les difficultés dans la compréhension du fonctionnement de l'organe se sont accumulées. La première de ces difficultés réside dans le nombre ahurissant de neurones ainsi que de connexions entre eux. 100 milliards de neurones pouvant former jusqu'à 100 000 contacts entre les neurones pour une moyenne de 10 000 contacts. 40 fois 10 exposant 14 ou 40 suivis de 14 zéros. Voilà le nombre de contacts neuronaux moyens dans le cerveau humain. Et si ce n'était que cela? Car ces contacts changent sans cesse tout le long de votre vie selon un mode qui vous est unique. Voilà en quoi réside la deuxième difficulté. Chaque cerveau est unique, connecté différemment, et ces connexions changent dans le temps. Nous savons aussi que les seules connexions ne peuvent tout expliquer. En effet, le motif de décharge des neurones, la temporalité avec laquelle les courants électriques neuronaux sont générés fait aussi partie intégrante du mystère. Comment pouvons-nous résoudre cette complexité et réduire le fonctionnement du cerveau à un mécanisme compréhensible? Pour l'instant, nous ne le pouvons pas. Peut-être ne le pourrons-nous jamais. C'est ce que certains scientifiques croient. Le mystérianisme est un courant de pensée actuel voulant que certains problèmes soient hors de portée de résolution par l'être humain, car ils seraient trop complexes. On dit de la création de l'univers, du Big Bang, qu'il pourrait en être ainsi. Or, la complexité du cerveau appartiendrait aussi à cette catégorie de problèmes insolubles. Dans ce contexte, il devient évident que l'analogie voulant que le cerveau se compare à un ordinateur, naguère d'actualité, ne tient plus vraiment la route, car le cerveau est tellement plus qu'un ordinateur. Le neurone transmet un signal continu, analogique. Les réseaux neuronaux se modifient constamment en temps réel. L'ordinateur se réclame quant à lui d'une architecture fixe et les processeurs informatiques travaillent avec une information digitale discontinue, sous forme de bits d'information, des 0 ou des 1. Par ailleurs, votre cerveau est indissociable de votre corps. Il s'est formé câblé de manière unique en fonction de votre corps. Or, un ordinateur n'a évidemment pas de corps. L'ordinateur, les processeurs, l'intelligence artificielle, tout cela ne pourra jamais imiter ou remplacer le cerveau, malgré ce que certains intervenants affirment. Le cerveau représente le plus grand mystère nous entourant. En fait, ce mystère est central à ce que vous êtes. Pas besoin d'aller bien loin pour s'émerveiller. Vous n'avez qu'à vous regarder dans le miroir. Nous pouvons décoder une partie de ce mystère, cependant il demeure infiniment plus de questions que nous avons de réponses à ce jour. Plongeons donc ensemble dans ce mystère qu'est le cerveau humain. Le cerveau. Qu'est-ce que le cerveau? Pang! C'est quoi le cerveau? C'est cette espèce de masse grisâtre-là qui a l'air informe. C'est quoi le cerveau réduit à sa plus simple expression? Bien, le cerveau, c'est essentiellement une collection de neurones. En fait, je vais citer un de mes auteurs favoris, Granger. Granger dit le cerveau, c'est une forêt de neurones. L'idée, c'est de dire, bon, on a affaire à une collection de neurones, une forêt de neurones qui a l'air désordonnée, mais évidemment, ça ne l'est pas. Et lorsqu'on va comprendre les connexions entre les neurones,
on va comprendre ce qu'est le cerveau, puis on va comprendre comment le cerveau fonctionne. Donc, de manière simplifiée, encore une fois, le cerveau, j'aime bien ça, les clips vidéo dans mes présentations. Souvent, quand on avance, à mesure qu'on avance dans la présentation, puis les gens commencent à cogner des clous, des fois, la musique, ça les réveille. Le cerveau, c'est 100 milliards de neurones connectés entre eux. On dit qu'ils font jusqu'à 10 000 contacts en moyenne, mais ça peut aller jusqu'à 100 000. Ça veut dire que vous avez 40 fois 10 à la 14 contacts synaptiques ou contacts de neurones dans votre tête, 40 suivi de 14 zéros. Puis ces contacts-là, la beauté de la chose, c'est qu'ils changent tout le long de votre vie. À mesure que vous faites des acquis, que vous faites des apprentissages, les contacts se reforment au niveau de votre cerveau. Puis cette capacité-là qu'on appelle la neuroplasticité, vous la conservez toute votre vie. Il y a des études qui ont démontré que des gens de plus de 80 ans ont toujours une plasticité synaptique. Donc ça, on garde ça toute notre vie. Alors, comme je vous mentionnais, à la base du cerveau, il y a le neurone. Et le neurone, on doit cette découverte-là à ce scientifique-là, qui est M. Di Cayal, qui est un Espagnol. Donc, le professeur Di Cayal, lui, il a découvert le neurone. Il a été le premier à décrire le neurone, à le dessiner. En fait, si vous allez à Madrid, vous pouvez visiter son musée, le musée Di Cayal, où vous allez voir les centaines de fresques qu'il a faites, où il traçait tous les neurones qu'il pouvait observer au microscope. Et d'ailleurs, vous voyez l'étendre qui est là, en plein milieu du poster. Les gens qui dirigeaient le musée se sont vus dans l'obligation d'identifier ces croquis-là parce qu'il y a des gens qui se sauvaient avec. Puis maintenant, ça vaut une fortune. Hein? Faut dire que M. Di Cayal a gagné le prix Nobel de médecine pour sa découverte du neurone en 1906. C'est lui qui nous a donné la doctrine neuronale. Fait que je vais revenir là-dessus. Avant d'aller dans la doctrine neuronale, qu'est-ce qu'un neurone? C'est quoi exactement un neurone? Un neurone, c'est une cellule spécialisée qui contient 4 zones. Okay? Donc, savez-vous combien de cellules vous avez dans votre corps? 30 000 milliards de cellules. Okay? Puis de ce nombre-là, ben, on l'a dit tantôt, là, 100 milliards sont des neurones. Donc, les neurones, ben, c'est ces cellules-là que vous voyez. Ça, c'est une image qui vient de mon labo. Vous voyez 3 neurones. Puis, chaque neurone a 4 régions importantes. Donc, la première région, c'est évidemment le corps cellulaire. Ça, c'est commun à toutes les cellules qu'il y a dans votre corps. Vos cellules ont un noyau et un corps cellulaire. Ensuite de ça, nos neurones, ils ont quelque chose de particulier qu'on appelle des dendrites. Le mot dendrite, ça vient d'un mot grec, dendron, qui veut dire arbre. Et de fait, si vous regardez tous les petits prolongements ici, ça ressemble aux branches d'un arbre. Okay? Puis ça, ce sont les antennes de réception de vos neurones. Donc, tout ce que le neurone va capter comme signaux, il va le recevoir via ses dendrites. Ensuite de ça, la troisième région, c'est la base de l'axone. L'axone, c'est le fil qui permet la transmission du signal électrique. Ce que vous voyez en bleu. Il y a des axones dans votre tête qui peuvent avoir pratiquement 1 mètre de long chez les gens qui sont très, très grands. Des axones qui partent du cortex moteur et qui descendent jusque dans la moelle épinière. Donc, l'axone, c'est le fil électrique qui transmet le signal électrique. Puis la base de l'axone, l'endroit où l'axone s'attache au corps cellulaire du neurone, ben, c'est un endroit vraiment important parce que c'est là que vont être intégrés tous les signaux qui viennent des autres neurones qui sont reçus par les dendrites. Puis c'est à cet endroit-là que le neurone va décider s'il transmet un courant électrique ou non. Donc ça, c'est le neurone. Ça a l'air beau à dire, mais on n'a pas juste un neurone ou un seul type de neurone dans notre tête. Nous, les êtres humains, on a plus d'une centaine de neurones dans notre cerveau puis dans notre corps. Puis dans tout le règne animal sur la planète, il y a plus que 1000 sortes de neurones de décrits. Parce que, croyez-le ou non, dans certains végétaux, il y a des cellules qui s'apparentent aux neurones. Okay? Fait que vous avez une centaine de neurones dans votre corps qui vont d'un neurone comme celui que vous voyez ici à gauche, ce qu'on appelle le neurone pyramidal. Ça, c'est le neurone le plus fréquent dans notre cortex. C'est lui qui a des axones super longs. À l'opposé, vous voyez des neurones avec des gros corps cellulaires puis beaucoup de dendrites, mais des axones très, très courts. Ça, on appelle ça des interneurones. C'est des neurones d'intégration. Puis entre ces deux extrêmes-là, ben, vous pouvez imaginer que vous avez, comme je vous disais, une centaine de sortes de neurones différents. Donc, le neurone, il faut comprendre que c'est la cellule qui va transmettre un signal dans votre cerveau. Le neurone va transmettre ce signal-là en mode tout ou rien. Hein? Donc,
un peu comme s'il se disait « je transmets ou je ne transmets pas ». Vous voyez encore ici un beau neurone. Celui-ci a de particulier qu'il y a 2 axones en Y. Puis une fois que le neurone a pris une décision à l'endroit où vous voyez le cercle rouge de générer ce qu'on appelle nous autres un potentiel d'action, qui est tout simplement un courant électrique, bien là, le courant électrique va circuler le long de l'axone vers le prochain neurone. Donc, un neurone, c'est comme ça que ça marche. Puis là, je vous demande de retenir une chose qui est bien importante, parce que tantôt, on va frapper fort le clou de la différence entre le cerveau et l'ordinateur. OK? Puis je vais vous expliquer qu'un neurone ou que le cerveau, ça n'a rien à voir avec un ordinateur. Mais là, ce qui est particulier, c'est que le neurone a l'air de se comporter comme un processeur dichotomique. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il transmet un courant électrique ou non. Hein? Puis c'est le cas. Donc, le neurone décide si oui ou non il transmet un courant électrique. Et s'il le fait, c'est toujours à la même intensité. OK? Donc, où vient la gradation du courant? Où vient la subtilité du signal? On va le voir tantôt, là. Entre chaque neurone, il y a des connexions qu'on appelle des synapses. C'est là que la magie se passe. OK, avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise que dans un cerveau, il n'y a pas juste des neurones. Ça, c'est une vision un peu simpliste de dire qu'il y a juste des neurones dans un cerveau. Vous avez 100 milliards de neurones dans votre cerveau, mais croyez-le ou non, vous avez 10 fois plus d'un autre type de cellules qu'on appelle des cellules gliales. Les cellules gliales, ce sont des cellules qui s'occupent des neurones, qui chuchotent les neurones, qui vont les nourrir, les protéger lors de certaines maladies, qui vont s'assurer de leur bon positionnement au moment de l'embryogenèse. Vous connaissez tout le monde l'adage qui veut qu'on utilise seulement 10 % de notre cerveau. Avez-vous déjà entendu ça? Oui. Pensez-vous que c'est vrai? Non, hein? C'est vraiment une niaiserie. Puis c'est une niaiserie qui vient d'une déformation, en fait, que des médias ont fait, d'une information qui est réelle. Donc, il y a une centaine d'années, il y a un pathologiste allemand qui a découvert les cellules gliales. Puis lorsqu'il a examiné le ratio entre le nombre de cellules gliales et le nombre de neurones, il a découvert qu'on avait 10 fois plus de cellules gliales dans notre tête. Et lorsque cette nouvelle-là a été rapportée, bien, les gens ont dit, ça veut dire qu'on utilise seulement 10 % des cellules qu'on a dans notre tête. Donc, seulement 10 % de notre cerveau. Non seulement c'est faux, mais maintenant, on sait que les fameuses cellules gliales participent aussi au processus cognitif. Donc, ça rajoute une couche de complexité. Ce n'est pas juste les neurones. Les cellules gliales, en plus de faire tout ce que je viens de vous dire, participent aussi au processus cognitif. Ce sont ces cellules-là qui se transforment pour donner des tumeurs cérébrales, les cellules gliales. Il y a une autre sorte de cellules qu'on retrouve dans le cerveau, en plus de ça. D'après vous, qu'est-ce qu'on retrouve dans notre tête en grande quantité? Des veines, des vaisseaux sanguins. Je ne dirais pas juste des veines, des artères, mais disons des vaisseaux sanguins. Vous avez tout le monde ici pour 650 km de vaisseaux sanguins dans votre tête. Ça n'a pas d'allure, hein? Pensez-y, vous avez 100 milliards de neurones, chaque neurone a son petit capillaire cérébral. Vous mettez tout ça bout à bout, ça vous fait 650 km de vaisseaux sanguins. Votre cerveau pèse 3 % de votre poids corporel, mais consomme 20 % de tout le débit sanguin. C'est l'organe qui reçoit le plus de sang et de loin dans tout votre corps. C'est l'organe le plus énergivore, celui qui consomme le plus d'énergie. Ça en fait aussi l'organe le plus sensible au manque d'oxygène. Donc, les vaisseaux sanguins. Je vous ai parlé tantôt d'un terme qui s'appelle la doctrine neuronale. C'est un terme qui est vraiment le fun à utiliser au jour de l'an, quand vous êtes avec la famille, dans un cocktail. Hey, la doctrine neuronale. Tout ce que ça dit, la doctrine neuronale, c'est que le fonctionnement du cerveau est basé sur le neurone. Lorsqu'on va comprendre comment les neurones fonctionnent en groupe, on va comprendre le fonctionnement du cerveau. Remarquez que cette doctrine-là est déjà mise en échec par une chose que je viens juste de vous dire. On a découvert dans les 5 dernières années que les cellules gliales participent aussi au processus cognitif. Ce ne sont donc pas que les neurones. Fait que c'est déjà plus compliqué que ce qu'on pensait à l'époque. Néanmoins, si on comprend, grosso modo, comment les neurones sont connectés entre eux, on va comprendre, grosso modo, comment fonctionne le cerveau. Puis cette connexion-là entre les neurones, fait que là, j'ai mon neurone ici qui envoie un courant électrique, puis j'ai mon neurone ici qui reçoit l'information sur ces dendrites que sont mes doigts,
Donc, les deux sont connectés ensemble. L'espace entre les deux, la connexion entre les deux, c'est ce qu'on appelle la synapse. Donc, la synapse, c'est le point de contact entre deux neurones. Rappelez-vous du mot synapse parce que dans les prochaines, j'allais dire les prochaines années, mais plus probablement les prochaines décennies, c'est cette structure-là, c'est le mystère de cette structure-là qu'on va essayer de percer pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Donc, vous voyez ici le point de contact entre deux neurones, donc l'axone qui arrive d'un bord, le dendrite qui est de l'autre côté, les espèces de boutons que vous voyez entre les deux, c'est la synapse. La synapse, du point de vue schématique, purement schématique, vous voyez le dessin qui est là, ça a l'air de ça. Maintenant, une vraie synapse, ça a l'air de quoi? Bien, vous voyez l'image qui est là. Hein? Ça, c'est une microphotographie électronique. Vous voyez une vraie synapse. Puis vous voyez l'espace synaptique qui est comme l'espèce de petite route entre les deux, qui est mini. Mais remarquez surtout que dans le neurone qui s'en vient, là, qui amène le courant vers l'autre neurone, donc le neurone axonal, ce qu'on va appeler, nous, le présynaptique, qui est juste avant la synapse. Voyez-vous qu'il y a des petits ronds à l'intérieur, des petites bulles? Ça, ce sont des vésicules. Qu'est-ce qu'il y a dans ces vésicules-là, vous pensez? Des neurotransmetteurs. Il y a des produits chimiques qui sont libérés dans la synapse. Juste pour vous donner une idée, on sait qu'il y a plus d'une centaine de neurotransmetteurs dans le cerveau humain. On connaît le fonctionnement grossier, très grossier, de 9 de ces 100 neurotransmetteurs-là. Okay? Donc, c'est ces produits chimiques-là qui sont libérés dans la synapse, qui vont aller exciter le neurone de l'autre côté, en postsynaptique. Puis là, c'est toute la sommation de ces excitations-là qui vont être analysées à la base de l'axone, puis c'est là qu'on va décider si oui ou non on génère un courant électrique. La synapse, ça peut être renforcée ou affaiblie. Si vous vous mettez à jouer du piano, puis vous jouez du piano à tous les jours, les synapses des réseaux neuronaux qui sont impliqués là-dedans vont être consolidées, ils vont se renforcer, ils vont devenir plus actifs quand vous jouez du piano. Là, il y a quelqu'un qui me dit, ben ouais, mais pourquoi c'est un arbre sur ta couverture de livre? D'où ça vient, cette idée-là? Ça vient de la graphiste chez les presses de l'Université du Québec qui a lu le texte puis qui a relevé à un moment donné cette analogie-là. Moi, je présente le cerveau comme un arbre. C'est une analogie extrêmement importante. J'utilise avec les étudiants en médecine. Imaginez-vous, vous voyez ici une résonance magnétique, là. Imaginez-vous un arbre, puis comme un arbre, vous pouvez tailler des branches pour le rééquilibrer. Vous pouvez jouer avec les branches de l'arbre, mais vous ne pouvez pas couper le tronc de l'arbre. Hein. Le tronc, la portion centrale de l'arbre, c'est essentiel à sa vie, puis c'est la même chose pour le cerveau humain. Le tronc cérébral, puis toutes les structures centrales au cerveau, on va le voir tout à l'heure, c'est essentiel à la vie. Donc là, ça fait que moi, chaque fois que je marche en forêt ou que je marche sur le bord de la rue puis je vois un arbre, ben, je pense à un cerveau. C'est un peu bizarre. OK, donc rappelez-vous de ça, les branches de l'arbre, puis le tronc de notre arbre qui correspond au tronc cérébral de notre cerveau. Fait que je vais arrêter ici, puis je vais prendre des questions. Quand vous avez montré la vidéo que vous opérez dans le cerveau, OK, est-ce que le patient est conscient? Oui. Est-ce qu'il est conscient qu'il y a une douleur ou il n'y a pas de douleur? OK. La question, c'est quand on fait une opération éveillée puis qu'on stimule le cerveau, est-ce que le patient est conscient? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y a des douleurs? Non. J'ai une vidéo qui dure 10 minutes où je montre une opération au complet d'un bout à l'autre réduit en 10 minutes. On gèle la peau, on fait un bloc de nerfs, on gèle tous les nerfs qui vont à la tête, on gèle l'endroit où on met les pics pour immobiliser la tête, puis on gèle toute la coupure. Les gens, ils sentent rien. Okay. Oui, mais c'est pas fait à froid, là. C'est quand même gelé. Ah non, on gèle. Puis non seulement on gèle, mais l'anesthésiste donne un narcotique qui garde le patient éveillé. Donc on a des ajouts qui nous permettent d'avoir les patients très confortables. Oui? Oui, moi, je souffre de l'encéphalomyélite myalgique chronique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez voir ou faire? Voir, non. C'est ça. Toutes les pathologies inflammatoires, parce que je vous ai dit tantôt que nos modalités d'imagerie étaient limitées. C'est encore plus vrai pour des maladies de ce type-là, qui sont des pathologies inflammatoires. Donc, on parle de réactions inflammatoires autour des nerfs, autour des neurones. Puis à moins qu'il y ait
par exemple, comme dans une sclérose en plaques, des lésions très importantes au cerveau, on ne voit pas ça, non. C'est pas des choses qu'on peut imaginer. Oui? Est-ce que c'est vrai qu'un pur gaucher, qu'on oblige à devenir droitier, bien, comme ce fut le cas, peut avoir des troubles de langage? J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça, honnêtement. Parce qu'un gaucher qui s'est fait corriger garde quand même sa dominance langagière dans son cerveau. Ouais. C'est-à-dire que, mettons que vous êtes une vraie gauchère, puis que votre langage est à droite, on va vous corriger, mais votre langage va rester à droite dans votre cerveau. Ça, les études sont très claires là-dessus. Donc, le trouble de langage... Votre langage, il reste où il était. Ça, c'est pas modifié. Puis vous savez que quelqu'un qui perd sa main dominante pour n'importe quoi, se fait amputer un bras, par exemple, va être capable de réapprendre à utiliser l'autre membre. Donc ça, c'est une capacité qu'on a tout le monde qui vient justement de la plasticité du cerveau. Mais ça n'affecte pas directement le langage. OK, merci. Hein? Bien sûr. Les personnes qui ont des troubles paniques, des troubles d'anxiété, de dépression, c'est-tu? Les troubles de panique, d'anxiété, de dépression, c'est ça. Regardez, j'avais 1h30 que j'ai même pas été capable de respecter, là. Puis j'ai même pas effleuré. Il y a 4 couches de complexité dans le cerveau. Okay? Je ne sais pas si... si vous êtes abonné, allez voir sur le site Internet de l'Actualité. J'écris des chroniques pour l'Actualité, puis ma première chronique est sortie il y a 3 semaines. Puis je parle des 4 couches de complexité. Puis il y a une couche de complexité qu'on n'a même pas eu le temps de toucher, parce que ça touche spécifiquement les neurotransmetteurs. OK? C'est les composés chimiques qu'il y a au niveau de la synapse qui vont être débalancés dans ces maladies-là. Je n'ai même pas parlé de ça aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des ambidextres? La plupart des ambidextres ont un cerveau dominant qui est à gauche. OK? Puis la plupart des ambidextres, c'est des gens qui utilisent beaucoup leurs ganglions gris centraux. Parce que, vous vous rappelez, les ganglions gris centraux, je vous ai dit, c'est les noyaux qui sont importants pour les mouvements complexes. Bien, chez les ambidextres, on voit que les ganglions gris centraux sont hypertrophiques, sont plus gros. C'est ça que je peux dire des ambidextres. Oui. En fait, pas juste travailler des 2 mains. Un vrai ambidex, il est capable d'écrire aussi bien d'une main que de l'autre. Puis même, il y a des ambidex, moi je trouve ça fascinant, là, on voit des professeurs faire ça, qui écrivent des 2 mains en même temps au tableau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais c'est impressionnant. Oui? Il disait que les cerveaux gauchers étaient plus artistiques que les cerveaux droitiers. Oui, bien, comme je vous disais, ça, c'est dans le langage populaire. C'est de la crap. Non, c'est pas tout à fait vrai, disons. C'est la compétition entre les 2 hémisphères, comment est-ce qu'ils appellent ça déjà? Rationnel versus artistique. C'est pas quelque chose de réel. Les 2 hémisphères travaillent toujours ensemble. Puis effectivement, il y a des gens qui ont un côté beaucoup plus artistique que d'autres, mais ça ne se reflète pas du tout du point de vue anatomique au niveau du cerveau. Hein? Le langage, quand il diffère, il change. Qui sait dépendre de quoi? C'est mettons que tu parles, il m'a mis, je tombe comme parler à la française ou de autre. C'est pas vraiment que je reste une telle place. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que dans toutes les... Je n'ai pas eu le temps de vous parler du vieillissement du cerveau non plus, là. Mais dans toutes les études, ce qu'on a démontré, c'est qu'à mesure que les gens vieillissent, le langage devient de plus en plus raffiné, le vocabulaire de plus en plus précis. On perd, tout le monde, hein, à partir de 25 ans, on perd des neurones, notre cerveau s'atrophie, on perd certaines capacités. Notre capacité de refaire des connexions est toujours présente, mais elle diminue. Mais une chose qui est clairement démontrée qui s'améliore, c'est le langage, le vocabulaire, la précision du langage. Puis pour les changements de langage, les changements de ton, là, vous me parlez de ton, parler à la française, ça c'est intéressant parce que ça vient du cervelet, ça. L'intonation, ça vient du cervelet. Fait que pourquoi ça changerait, je ne sais pas. La commotion cérébrale. Oui. Dans tout ça. OK. J'ai des images là-dessus, mais on ne va pas se lancer là-dedans, mais juste vous expliquer, là. La commotion cérébrale, ça arrive lorsque vous vous cognez la tête, puis là, vous pensez au prolongement des neurones que sont les axones, ce qu'on appelle le transport axonal, donc le fait de transporter des molécules dans l'axone,
c'est perturbé pendant plusieurs mois. C'est ça, la commotion cérébrale. Puis ça se corrige. C'est-à-dire que la membrane de l'axone, elle n'est pas brisée, donc ça va se réparer avec le temps. Puis si la commotion cérébrale est beaucoup plus intense, là, la membrane, elle va être déchirée, puis là, la commotion cérébrale devient une entité qu'on appelle la lésion axonale diffuse. Puis ça ne récupère pas. Pardon? Ça récupère pas. Ou presque pas. Ça peut s'améliorer un peu, mais ça laisse des séquelles. Puis rappelez-vous que la commotion cérébrale, dans la période de guérison, le 3 mois où l'axone ne transmet pas ses courants normalement, là, si vous vous blessez, là, vous pouvez l'endommager de manière permanente. C'est pour ça qu'on dit toujours à quelqu'un qui fait une commotion cérébrale, là, pour les prochains mois, tu protèges ton cerveau. Okay? Parce que le cerveau est plus susceptible à être réendommagé. L'ACV, quand on fait un ACV, oui. Est-ce qu'on sera capable bientôt de localiser la région affectée par un acouphène? On le sait déjà. Ou encore un tremblement, quelqu'un qui il y a des tremblements? OK, je vais juste répondre à ça, puis je réponds à votre question. Un ACV, c'est quoi? Un ACV, c'est un manque d'oxygène avec des neurones qui meurent. Ça, c'est un ACV. Maintenant, monsieur, l'acouphène, un acouphène, malheureusement, c'est une dysfonction de la cochlée, qui est l'appareil de l'audition, qui se met à spontanément émettre des sifflements d'une certaine fréquence. Puis les tremblements, c'est une dysfonction des fameux ganglions gris centraux qu'on parlait tantôt. Il y a des gens qui ont un tremblement essentiel, donc un tremblement qui est toujours là. Ça, c'est les ganglions gris centraux, les circuits des ganglions gris qui sont un petit peu moins à point qui produisent ces tremblements-là. Puis évidemment, vous le savez tout le monde, le tremblement de la maladie de Parkinson, ça, c'est autre chose, c'est associé à un processus démentiel qui est la maladie de Parkinson. Oui? Qu'est-ce qui se passe dans un cas de misophonie? Vous me posez une question qui est non anatomique, c'est une question fonctionnelle, puis il y a plein d'hypothèses, honnêtement, puis je ne suis pas sûr qu'on peut répondre clairement à ça. Ça, c'est des questions qui sont extrêmement délicates, qui appartiennent plus, je vous dirais, à la psychologie qu'aux neurosciences. Oui? Oui. Il y avait une autre question. La maladie d'Alzheimer, c'est un autre processus démentiel qui attaque des neurones dans des régions particulières du cerveau, surtout dans le lobe frontal. Le lobe frontal, le lobe temporal, puis qui fait qu'on devient graduellement, vous le savez, hein, la maladie d'Alzheimer produit une démence. Puis cette démence-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle affecte initialement la capacité d'encoder des mémoires récentes. Fait que les gens qui ont l'Alzheimer, au début, c'est l'encodage de la nouvelle information qu'ils perdent. Les mémoires à long terme sont préservées. Puis plus la maladie avance, plus ça devient important aussi. Puis à un moment donné, en phase tardive, là, les gens n'ont plus du tout de mémoire. Il n'y a rien à faire avec ça. Pour l'instant, non. On commence à mieux comprendre les causes, mais on n'a pas de traitement. Oui? Vous dites que c'est un mythe qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau, mais dans la réalité, monsieur, madame, tout le monde, on utilise combien? 100% en tout temps. Oui, absolument. En fait, tout le monde, pour votre santé mentale, je peux vous encourager. On est dans une société où il faut tout le temps être occupé puis faire plein de choses. Il y a un réseau, je passais vite parce que j'étais short dans mon temps, le réseau de défauts, qu'on appelle le réseau de vagabondage, qu'on active lorsqu'on réfléchit à soi, à sa vie, à ses accomplissements, à ses regrets. Puis ce réseau-là, il est vraiment important à utiliser une fois de temps en temps parce qu'il est directement corrélé à une bonne santé cognitive. Fait que votre tête, vous l'utilisez tout le temps, même quand vous ne foutez rien. Bien, question un peu cucu, là, mais la grosseur de la tête. Ah oui, bonne question. Grosseur de la tête, grosseur du cerveau, ça a-t-il une importance? Non. En fait, il y a même des études, j'ai une étude absolument extraordinaire où le type a répertorié les cerveaux qui ont été prélevés de l'histoire de l'humanité récente, puis il a corrélé chez les personnages célèbres le poids puis le volume du cerveau à leur accomplissement, puis il n'y a absolument aucun lien. C'est intéressant parce qu'on penserait qu'un gros cerveau, c'est important pour l'intelligence, mais c'est le contraire. Plus un cerveau devient très, très gros, plus sa vitesse de traitement ralentit. Hein? La miniaturisation, c'est important.
Fait qu'il n'y a aucune corrélation entre un gros cerveau et l'intelligence chez l'être humain, là. Je parle de l'être humain. Parce que c'est sûr que notre cerveau qui est plus gros que le cerveau d'un lapin, par exemple, ben là, il y a évidemment une différence. Mais chez l'être humain, il n'y a pas de corrélation. Il y a aussi une différence entre le cerveau de l'homme et de la femme. Oui. OK, êtes-vous prêts? Parce que là, il y en a qui ne seront pas contents. Le cerveau de la femme est clairement plus petit que le cerveau de l'homme en moyenne, mais les QI chez la femme semblent légèrement plus élevés que les QI chez l'homme. Monsieur? Juste monsieur, puis après vous. OK, ouf! Là, on parle de phénomènes paranormaux, on parle de lévitation. Il y a eu effectivement des expériences là-dessus, puis ça n'a jamais été démontré. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça n'a jamais été démontré scientifiquement. C'est ça que je peux répondre. Hey, merci pour votre attention, tout le monde. Vous avez entendu le docteur David Fortin pendant sa conférence « Le cerveau, une galaxie dans votre tête » s'exprimer sur les principaux enjeux du cerveau, les besoins sociaux, les avances dans la recherche scientifique, l'impact de la découverte scientifique dans la vie des personnes du troisième âge et la population. Pour plus d'informations sur les activités de l'Université du troisième âge dans la région de l'Érable et Victoriaville, vous pouvez communiquer par courriel au uta.victo@sherbrooke.ca. Pour la TVC, Silvana Suárez.